Le millionnaire a abandonné sa femme. 5 ans plus tard, elle est revenue avec des quadruplés. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La pluie battait contre les vitres du luxueux salon de cristal, tandis qu'Émilie ajustait nerveusement la bretelle de son sac sur son épaule. Ses mains tremblaient en touchant la surface lisse de la porte principale, observant son reflet déformé dans le verre trempé. La robe bleu marine, autrefois élégante, semblait maintenant déplacée sur son corps, tout comme elle-même se sentait déplacée dans cet environnement qu'elle avait un jour appelé sa seconde maison. 20 minutes s'étaient écoulées, depuis que François, son compagnon depuis 5 ans, lui avait demandé de l'attendre là. « J'ai juste besoin de régler quelques détails du contrat avec Marcel. Je reviens tout de suite », furent ses derniers mots, accompagnés de ce sourire qu'elle avait appris à aimer. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire, quelque chose que ses entrailles avaient reconnu avant même que son esprit ne le comprenne. Le salon était pratiquement vide à cette heure-là. Seuls quelques employés circulaient, lui lançant des regards furtifs. Émilie respira profondément, essayant de calmer la nausée qui montait dans sa gorge. Ce n'était pas seulement la nervosité de la grossesse récemment découverte, c'était une intuition grandissante que quelque chose était terriblement wrong. Ses mains trouvèrent l'enveloppe froissée au fond de son sac, où elle gardait la première échographie. Elle prévoyait de la montrer à François ce soir-là, après la réunion. Elle avait imaginé 1000 fois sa réaction, le sourire s'élargissant, les yeux brillant à la nouvelle. Maintenant, le papier semblait peser 1 tonne. Un coup de tonnerre déchira le ciel, faisant vibrer les structures de cristal. Émilie vérifia son téléphone pour la 10e fois. Aucun message, aucun appel manqué. L'horloge indiquait presque 2 heures depuis leur arrivée. Les lumières du bureau à l'étage supérieur restaient allumées, mais le silence était assourdissant. C'est alors que Sophie, la secrétaire de François, s'approcha d'un pas hésitant. Son visage habituellement amical était tendu, évitant tout contact visuel direct. « Émilie, on m'a demandé de vous remettre ceci. » Dans ses mains, un dossier marron et une enveloppe. Émilie sentit son estomac se nouer. Dans l'enveloppe, un billet de bus pour la province et un chèque d'un montant considérable. Dans le dossier, des documents qu'elle reconnut comme étant ceux de l'appartement qu'elle partageait avec François, tous transférés à son nom exclusif. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication. Juste des papiers froids qui criaient un message clair, c'était la fin. « Monsieur Marcel a demandé que vous. » Sophie hésita, sa voix défaillant. « Que vous laissiez les clés du bureau et que vous ne reveniez plus. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du salon. Émilie sentit le monde tourner, ses jambes faiblissant sous le poids de la réalité qui se dessinait. La pluie continuait de tomber dehors, plus forte maintenant, comme si le ciel pleurait les larmes qu'elle ne parvenait pas encore à verser. Pendant un moment, elle resta paralysée, les documents tremblants dans ses mains, l'échographie oubliée au fond de son sac, comme une promesse qui ne serait jamais tenue. Ses yeux se levèrent vers les fenêtres du bureau à l'étage supérieur. Pendant un instant, elle fut certaine de voir une silhouette familière qui observait. Était-ce François ou Marcel, l'associé qui avait toujours semblé mal à l'aise avec sa présence dans l'entreprise? La silhouette disparut avant qu'elle ne puisse en être sûre. Les jambes tremblantes, Émilie se dirigea vers les toilettes les plus proches. Elle avait besoin d'un moment, juste un moment pour assimiler ce qui se passait. Le reflet dans le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, pâle, tremblante, avec des yeux écarquillés d'incrédulité. Sa main se posa instinctivement sur son ventre encore plat, où une vie commençait à se former, une vie qui changerait tout, même si ce n'était pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Elle retourna dans le hall principal d'un pas plus ferme, même si son monde s'écroulait. Elle sortit les clés de son sac et les posa sur la table de la réception avec son badge. Le poids de ces objets semblait porter tous les rêves et promesses des 5 dernières années. La pluie avait diminué quand elle poussa enfin les portes vitrées. L'air humide de la nuit l'accueillit comme une gifle, la réveillant à sa nouvelle réalité. Là, debout sur le trottoir avec une valise improvisée et des documents qui redéfinissaient en sa vie, Émilie sentit quelque chose au-delà du désespoir grandir en elle. C'était une sensation étrange, presque violente dans son intensité. Ce n'était pas seulement de la douleur ou la colère, c'était la première lueur d'une force qu'elle ne savait pas encore posséder.
La nuit s'étirait tandis qu'Émilie marchait sans but dans les rues mouillées de la ville. Le poids de la valise improvisée commençait à meurtrir son épaule, mais c'était le poids des décisions qu'elle devait prendre qui l'oppressait vraiment. L'appartement était maintenant à son nom, mais l'idée de retourner dans cet espace rempli de souvenirs était trop étouffante. C'est alors qu'une enseigne discrète attira son attention. Centre social Sainte-Claire, accueil. La construction, ancienne avec ses murs écaillés, contrastait drastiquement avec le salon de cristal qu'elle venait de quitter. Quelque chose dans cette simplicité l'attira, comme si une force invisible guidait ses pas vers la porte en bois usée. Une dame aux cheveux gris et aux yeux profondément gentils répondit après quelques coups hésitants. Madame Claire, comme elle se présenta, ne posa pas de questions quand elle vit Émilie trempée sur le pas de sa porte. Elle s'écarta simplement et dit « Le thé est chaud, ma fille. Entrez ». L'intérieur du centre social était simple, mais accueillant. Sur les murs, des affiches annonçaient des cours de formation professionnelle et des groupes de soutien. Dans un coin, une petite bibliothèque improvisée abritait des livres de différents domaines. Émilie observa tout avec des yeux embués, se sentant étrangement en sécurité pour la première fois cette nuit-là. « Ici, nous offrons plus qu'un « Toi, expliqua Madame Claire, servant une tasse fumante de tisane à la camomille. « Nous offrons des opportunités pour recommencer. » Ses yeux se posèrent brièvement sur la main d'Émilie, qui caressait inconsciemment son ventre. Un sourire compréhensif apparut sur ses lèvres. Peu à peu, d'autres femmes commencèrent à apparaître dans la cuisine communautaire. Chacune portait sa propre histoire de résilience. Marie, qui était maintenant professeure d'informatique de base au centre. Anne, qui avait transformé son talent pour la couture en un petit atelier de confection. Leur présence et leur sourire bienveillant furent comme un baume pour le cœur blessé d'Émilie. « Quelle est votre formation ?» demanda Madame Claire tout en organisant quelques papiers sur son bureau simple. Émilie hésita avant de répondre. « Biologie. Je faisais un master en biotechnologie, mais... » Sa voix faiblit, se souvenant des projets interrompus. « Le laboratoire de l'université a toujours besoin d'assistants pour le service de nuit, » commenta Madame Claire, comme si de rien n'était. « Et nous avons un accord avec eux pour recommander des personnes. Le salaire n'est pas énorme, mais cela vous permettrait de continuer à étudier pendant la journée. » La proposition alluma une petite flamme d'espoir chez Émilie. C'était une opportunité de rester connectée au monde académique, même de façon modeste. Plus encore, c'était une chance de ne pas perdre complètement le rêve qu'elle avait cultivé depuis si longtemps. Cette première nuit au centre social, allongée sur un lit simple mais propre, Émilie s'autorisa enfin à pleurer. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse ou de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude et d'une détermination naissante. Ses mains retrouvèrent l'échographie froissée, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le salon de cristal, elle sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait un chemin à suivre. Les semaines suivantes apportèrent une routine différente de tout ce qu'Émilie avait connu auparavant. Pendant la journée, elle aidait aux activités du centre social, apprenant auprès de chacune des femmes qui y vivaient. La nuit, elle travaillait au laboratoire de l'université, nettoyant la verrerie et organisant des échantillons, toujours attentive aux recherches qui se déroulaient autour d'elle. C'est pendant l'un de ces services de nuit que la première surprise de la grossesse se révéla. Ce qui semblait être une grossesse ordinaire se transforma en une nouvelle qui changerait complètement ses plans. Ce n'était pas un seul bébé, mais 4 petites vies qui grandissaient en elle. La nouvelle des quadruplés tomba comme une bombe dans sa nouvelle réalité encore fragile. Madame Claire, en apprenant la nouvelle, ne montra ni inquiétude ni pitié. Au lieu de cela, son visage s'illumina d'un sourire serein. « Plus il y a d'amour, mieux c'est », dit-elle simplement, avant de commencer à réorganiser les chambres du centre pour accueillir ce qu'elle appelait un cadeau multiplié. Les mois qui suivirent transformèrent le centre social Sainte-Claire en un véritable quartier général de préparatifs. La nouvelle des quadruplés mobilisa non seulement les résidentes, mais toute la communauté locale. Marie, la professeure d'informatique, organisa une campagne en ligne pour collecter des couches. Hannah, avec ses compétences en couture, commença à transformer des chutes de tissu en petites grenouillères et couvertures. Le ventre d'Émilie grandissait de façon impressionnante, attirant l'attention partout où elle passait.
Pendant ces nuits au laboratoire, les chercheurs, qui auparavant remarquaient à peine sa présence, commencèrent à s'intéresser à son cas unique. Dr Lambert, chef du département de biotechnologie, alla jusqu'à proposer que sa grossesse soit suivie comme une étude de cas spécial. Les grossesses de quadruplés sont extrêmement rares, expliqua le médecin, ajustant ses lunettes tout en examinant une nouvelle échographie. Et dans votre cas, chaque bébé semble se développer avec des caractéristiques très distinctes. Émilie écoutait attentivement, tandis qu'il indiquait les différentes positions et comportements de chaque fœtus. C'est durant l'une de ces consultations que les personnalités commencèrent à se révéler. Le premier bébé, toujours calme et observateur, bougeait à peine pendant les examens. Le deuxième ne s'arrêtait pas une minute, comme s'il voulait explorer chaque centimètre d'espace disponible. Le troisième présentait des réactions uniques aux sons et stimuli, démontrant une sensibilité particulière. Et le quatrième, curieusement, semblait toujours positionné de manière protectrice par rapport à ses frères. Madame Claire, avec sa sagesse sereine, souriait chaque fois qu'Émilie partageait ses observations. « Chaque étoile brille à sa façon », disait-elle, tout en aidant à organiser la petite chambre qui accueillerait les bébés. L'important est de donner à chaque lumière l'espace pour briller. Les nuits au laboratoire devenaient plus difficiles à mesure que la grossesse avançait, mais Émilie refusait de s'arrêter. Tout en nettoyant les paillasses et en organisant l'équipement, elle profitait pour étudier les articles scientifiques laissés par les chercheurs. Son esprit avide de connaissances absorbait chaque nouvelle information sur la biotechnologie et la santé préventive. C'est durant l'une de ces nuits qu'elle eut sa première grande inspiration. En observant comment les chercheurs développaient des tests pour le diagnostic précoce de maladies, Émilie commença à réfléchir à la façon de rendre ces technologies accessibles aux communautés défavorisées. Dans son carnet usé, elle commença à esquisser des idées pour un projet qui, elle ne le savait pas encore, changerait bien plus que sa propre vie. L'accouchement approchait, et avec lui grandissait non seulement l'attente, mais aussi les défis logistiques. Comment s'occuper de 4 bébés seuls? Comment concilier la maternité avec le travail et les études? Ces préoccupations maintenaient Émilie éveillée de nombreuses nuits, mais chaque coup de pied quadruple dans son ventre était un rappel qu'elle n'était pas vraiment seule. Les femmes du centre social s'organisèrent en un système de rotation pour aider aux soins des bébés. « Chacune donne ce qu'elle peut », expliqua Anne, tout en cousant un autre ensemble de vêtements. « Je m'occupe d'eux pendant que vous êtes. » Au laboratoire, Marie aide pendant les matinées, et ainsi nous nous relayons. Par un après-midi particulièrement émouvant, quand le poids de la situation semblait supérieur à ses forces, Émilie trouva Madame Claire dans le jardin du centre social. La dame arrosait ses plantes médicinales, activité qu'elle réalisait avec une dévotion quasi religieuse. « Vous savez, ma fille, » commença Madame Claire sans quitter des yeux un petit bourgeon qui venait de naître, « parfois la vie nous donne plus que ce que nous pensons pouvoir porter, mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. » Ces paroles touchèrent profondément le cœur d'Émilie, qui caressa son ventre tout en observant le coucher du soleil. Les bébés bougèrent, comme s'ils répondaient au moment de réflexion. Chaque mouvement, chaque coup de pied était qu'un rappel que son histoire ne s'était pas terminée cette nuit pluvieuse dans le salon de cristal. Elle ne faisait que commencer. Le dernier mois de grossesse transforma le centre social en une véritable fourmilière d'activités. Des bénévoles apparaissaient quotidiennement, apportant des dons, offrant de l'aide, partageant leurs expériences. Émilie, qui s'était toujours considérée comme seule au monde, se découvrit au centre d'un réseau de solidarité qui se renforçait chaque jour. Lors de sa dernière nuit au laboratoire avant son congé de maternité, Émilie organisa soigneusement ses notes et ses idées. Le projet qui avait commencé comme un rêve nébuleux prenait maintenant forme en pages et pages d'études et de recherches. En fermant son carnet, elle fit une promesse silencieuse aux 4 petits êtres qu'elle portait. Il ne serait pas seulement sa force pour avancer, mais son inspiration pour créer quelque chose de plus grand que ses propres douleurs. La naissance des quadruplés transforma le centre social Sainte-Claire en un petit chaos organisé. Thomas, l'observateur silencieux, arriva en premier, avec des yeux attentifs qui semblaient absorber chaque détail du monde autour de lui. Louis, l'explorateur agité, vint ensuite, se tortillant déjà et cherchant de l'espace. Adrien, le sensible, naquit avec une expression sereine qui enchanta toute l'équipe médicale.
Enfin arriva Raphaël, comme s'il voulait s'assurer que tous ses frères étaient en sécurité avant sa propre arrivée. Les premiers mois furent une succession de nuits sans sommeil, de biberons interminables et de couches qui semblaient se multiplier magiquement. Émilie découvrit que chaque bébé avait son propre rythme, sa propre façon de communiquer, ses propres défis. Thomas pleurait rarement, mais quand quelque chose le dérangeait, ses yeux expressifs parlaient un volume. Louis nécessitait une vigilance constante, sa curiosité précoce le poussant à essayer d'atteindre tout autour de lui. Adrien démontrait une sensibilité unique aux sons et textures, nécessitant des soins spéciaux pour le calmer. Raphaël, même si petit, manifestait déjà un instinct protecteur, ne se calmant que lorsqu'il pouvait voir ou sentir la présence de ses frères. Pendant la journée, le système de rotation des femmes du centre social fonctionnait comme un engrenage bien huilé. Anne avait transformé un coin de la salle en un petit espace de couture, où elle produisait des vêtements sur mesure pour les bébés, tout en les surveillant. Marie avait adapté ses horaires de cours d'informatique pour pouvoir aider dans les moments les plus critiques. D'autres bénévoles apparaissaient régulièrement, apportant non seulement une aide pratique, mais aussi le soutien émotionnel dont Émilie avait tant besoin. La nuit, quand tout le monde dormait, Émilie consacrait ses rares heures de solitude à l'étude. Avec les bébés installés dans leur berceau, elle se penchait sur des articles scientifiques et des notes de laboratoire. Son projet initial de rendre les examens préventifs plus accessibles commençait à prendre une forme plus concrète. Les expériences au centre social avaient montré que le besoin allait au-delà de la technologie. Il fallait comprendre les besoins réels des communautés vulnérables. C'est durant l'une de ces nuits d'études qu'Émilie fit sa première grande découverte. En analysant des données sur la santé préventive dans les communautés défavorisées, elle remarqua un schéma que personne n'avait observé auparavant. La solution n'était pas de créer de nouveaux examens coûteux, mais d'adapter les technologies existantes de manière plus efficace et accessible. Avec le soutien du docteur Lambert, qui continuait à suivre son travail même à distance, Émilie commença à développer un protocole innovant. Sa méthode combinait biotechnologie avancée et pratiques communautaires, créant un pont entre le savoir scientifique et les besoins réels de la population. Les mois se transformèrent en années, et les quadruplés commencèrent à développer leur personnalité de façon encore plus distinctive. Thomas, toujours observateur, fut le premier à former des mots complets, bien qu'il les utilisât avec parcimonie. Louis rampa avant les autres, explorant chaque recoin du centre social avec une détermination impressionnante. Adrien développa une connexion spéciale avec la musique, se calmant instantanément en entendant les chansons que Madame Claire chantait. Raphaël, quant à lui, commença à manifester une capacité unique à percevoir quand l'un de ses frères était agité ou mal à l'aise. Émilie partageait son temps entre les soins aux enfants et le développement de son projet. Pendant la journée, elle observait comment les femmes du centre social s'organisaient pour prendre soin les unes des autres, comment elles partageaient connaissances et ressources. Cette dynamique communautaire commença à influencer sa recherche, façonnant sa vision sur la façon dont la santé préventive pourrait fonctionner dans des contextes vulnérables. Un matin particulièrement agité, alors qu'elle essayait d'organiser 4 petits manteaux pour une journée froide, Émilie reçut un appel inattendu. C'était une représentante d'une importante revue scientifique. Son article sur la santé préventive dans les communautés vulnérables avait attiré l'attention de la communauté académique. « Votre travail présente une perspective unique », expliqua l'éditrice. « La combinaison de rigueur scientifique et d'expérience pratique dans des contextes réels est exactement ce que nous recherchions. » La nouvelle fut accueillie par une fête au centre social Sainte-Claire. Madame Claire, les larmes aux yeux, serra Émilie dans ses bras, tandis que les quadruplés jouaient autour, ignorant l'importance du moment. « Vous voyez » murmura la dame, « parfois nous devons tout perdre pour trouver notre véritable chemin. » La reconnaissance académique ouvrit des portes qu'Émilie n'avait jamais imaginées possibles. Son projet de biotechnologie accessible commença à prendre forme au-delà des pages de son carnet usé. Avec le soutien d'un incubateur universitaire, elle réussit à transformer ses idées en une start-up focalisée sur la santé préventive pour les communautés vulnérables. Les quadruplés, maintenant âgés de 3 ans, devinrent les mascottes non officielles du projet. Louis, avec sa curiosité infinie, voulait toujours toucher aux équipements du laboratoire improvisé. Thomas observait tout avec ses yeux attentifs,
posant des questions étonnamment perspicaces pour son âge. Adrien, sensible aux émotions des autres, avait un don spécial pour calmer les personnes qui venaient faire des examens. Raphaël, conservant sa nature protectrice, veillait à ce qu'aucun de ses frères ne se blesse pendant les visites à l'espace de travail de leur mère. Biovie préventive, comme Émilie baptisa son entreprise, grandissait de façon organique et durable. La différence ne résidait pas seulement dans la technologie développée, mais dans l'approche humanisée. Chaque solution était pensée, en considérant les besoins réels et les limites des communautés servies. Le modèle d'affaires incluait la formation d'agents locaux de santé, créant un réseau de soins qui allait au-delà des examens préventifs. Madame Claire, qui suivait tout avec une fierté maternelle, disait souvent « Vous ne construisez pas seulement une entreprise, vous construisez des ponts. » Et c'était vrai. Le travail d'Émilie commençait à attirer l'attention non seulement de la communauté scientifique, mais aussi d'organisations sociales et d'investisseurs intéressés par l'impact social. C'est lors d'une présentation sur son projet qu'Émilie rencontra Béatrice, une journaliste spécialisée dans l'innovation sociale. Quelque chose dans l'histoire de la scientifique entrepreneuse et ses 4 fils captiva l'attention de la reporter. « Il y a quelque chose de plus grand ici », dit Béatrice après l'interview. « Une histoire de résilience qui mérite d'être racontée. » Le profil écrit par Béatrice pour un magazine de circulation nationale fut le déclencheur d'une série d'événements qui changeraient à nouveau le cours de la vie d'Émilie. L'article ne se concentrait pas seulement sur le succès professionnel, mais sur le parcours personnel, de la nuit au salon de cristal jusqu'à la construction d'un empire de biotechnologie sociale. Les enfants fascinaient également ceux qui connaissaient l'histoire. Chacun des quadruplés avait développé des talents uniques qui complétaient parfaitement le travail de leur mère. Thomas, avec sa capacité d'observation, signalait souvent des détails que d'autres adultes ne remarquaient pas. Louis transformait son énergie agitée en créativité, suggérant des solutions insolites pour des problèmes quotidiens. Adrien, avec sa sensibilité aiguë, inspira toute une ligne de recherche sur des approches moins invasives pour les examens préventifs. Raphaël continuait d'être le pilier émotionnel de la famille, maintenant tout le monde uni dans les moments de plus grande pression. Le centre social Sainte-Claire se transforma également avec le succès d'Émilie. L'espace qui servait auparavant simplement d'abri abritait maintenant un centre de formation pour agents communautaires de santé. Anne, qui avait commencé en cousant des vêtements pour les bébés, coordonnait maintenant une coopérative de couturières qui produisait des uniformes et du matériel spécialisé pour Biovie. Marie avait élargi ses cours d'informatique, incluant des modules sur la technologie en santé. Un après-midi particulièrement chargé, alors qu'Émilie finalisait les préparatifs pour une conférence internationale, Louis, le plus curieux des quadruplés, fit une découverte accidentelle. Jouant dans le bureau improvisé de sa mère, il trouva une vieille boîte avec des documents qui avaient été rangés depuis des années. Parmi les papiers, une série d'enregistrements sur des clés USB et des contrats portant des marques de modification attirèrent son attention. « Maman », appela-t-il, tenant l'un des dispositifs. « Qu'est-ce que c'est, ces numéros ici ?» Émilie, occupée avec ses présentations, n'y prêta pas beaucoup d'attention sur le moment. Elle ne savait pas que son fils le plus agité avait trébuché sur quelque chose qui révélerait des vérités longtemps enterrées. La boîte contenait plus que de simples vieux documents. Elle gardait les pièces d'un puzzle qui commencerait à s'assembler de façon inattendue. Les enregistrements, les contrats modifiés, les messages archivés, tout indiquait une histoire très différente de celle qu'Émilie connaissait sur son passé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux, François feuilletait le magazine avec le profil d'Émilie, ses yeux fixés sur la photo d'elle avec les 4 garçons. À ses côtés, Marcel, son associé, observait sa réaction avec un mélange d'inquiétude et de culpabilité. L'empire qu'ils avaient construit commençait à montrer ses premières fissures, et les secrets gardés pendant si longtemps menaçaient de refaire surface. La découverte accidentelle de Louis déclencha une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Béatrice, la journaliste qui s'était rapprochée de la famille, commença à remarquer des schémas étranges en faisant des recherches plus approfondies pour une série de reportages sur l'entrepreneuriat social. Les dates sur les documents trouvés ne correspondaient pas aux registres officiels, et les enregistrements contenaient des conversations qui suggéraient
une conspiration élaborée. Émilie, initialement réticente à revisiter le passé, eut pu ignorer les preuves qui s'accumulaient. Un soir, après avoir couché les garçons, elle décida d'écouter l'un des enregistrements. La voix de Marcel, l'ancien associé de François, résonna clairement à travers le haut-parleur. « Elle est trop intelligente. Elle va comprendre ce que nous faisons. Nous devons agir maintenant. » Les quadruplés, même endormis, semblaient sentir la tension qui montait. Adrien, le plus sensible, commença à faire des cauchemars fréquents. Thomas, toujours observateur, passait plus de temps en silence, ses yeux attentifs suivant chaque mouvement de sa mère. Louis continuait ses explorations, maintenant avec un objectif plus défini, tandis que Raphaël intensifiait ses instincts protecteurs. Madame Claire, avec sa sagesse sereine, perçut le changement dans l'atmosphère. Un après-midi, pendant que les enfants jouaient dans le jardin, elle s'approcha d'Émilie. « Parfois, ma fille, la vérité a besoin de temps pour mûrir, comme un fruit qui ne peut être cueilli avant l'heure. » Biovie continuait de croître, désormais avec des projets dans diverses communautés. Émilie se plongea dans le travail avec encore plus d'intensité, comme si elle cherchait des réponses, dans chaque nouvelle avancée scientifique. Sa méthode innovante de diagnostic préventif révolutionnait l'accès à la santé dans les zones vulnérables, mais son esprit revenait souvent aux documents trouvés. Béatrice, poussée par son instinct journalistique, commença à connecter les points. Les messages sur les clés USB révélaient un plan méticuleux pour éloigner Émilie de l'entreprise. Marcel, craignant qu'elle ne découvre des irrégularités dans les comptes et surtout que son talent n'éclipse le leadership établi, avait orchestré chaque étape de son éloignement. « Les chiffres ne mentent pas », expliqua Béatrice montrant ses notes à Émilie. « Les dates des virements bancaires, les modifications des contrats, tout a été planifié pour faire croire que vous aviez accepté de partir. » La journaliste avait découvert un schéma de manipulation qui s'étendait au-delà de cette nuit, pluvieuse au salon de cristal. Les quadruplés, même dans leur innocence enfantine, percevaient que quelque chose d'important se passait. Un jour, pendant le petit déjeuner, Thomas surprit tout le monde avec une question. « Maman, pourquoi l'homme de la grande photo est triste ?» Il pointait vers le magazine ouvert sur la table où une photo récente montrait François lors d'un événement d'entreprise, son visage marqué par une expression de profonde mélancolie. Émilie n'eut pas le temps de répondre. Louis, toujours impétueux, feuilletait déjà le magazine, ses yeux brillants de curiosité. « Il ressemble à Raphaël quand il s'inquiète pour nous », s'exclama-t-il, provoquant un silence pensif à table. Le commentaire innocent de Louis frappa Émilie comme un éclair. C'était vrai. Il y avait quelque chose de familier dans les gestes protecteurs de Raphaël, quelque chose qu'elle reconnaissait d'un passé qui semblait de plus en plus nébuleux. Les ressemblances entre père et fils, qu'elle avait tenté d'ignorer pendant si longtemps, commençaient à devenir impossibles à nier. Pendant ce temps, dans le bureau de l'entreprise de François, une crise se déroulait. Marcel, désormais PDG, avait commencé à mettre en œuvre des changements qui menaçaient la stabilité de la société. Les mêmes tactiques qu'il avait utilisées pour éloigner Émilie des années auparavant étaient maintenant employées contre son ancien ami et associé. François, assis dans son bureau avec vue sur la ville, tenait une copie de l'article sur Émilie et Biovie. Ses yeux parcouraient les photos des quadruplés, s'arrêtant sur chaque détail de leur visage. Le poids des choix passés, des mensonges acceptés et des vérités ignorées commençait à devenir insupportable. C'est à ce moment que Béatrice, suivant une piste cruciale, découvrit quelque chose qui changerait tout. Les enregistrements ne concernaient pas seulement Émilie. Ils révélaient un stratagème beaucoup plus vaste, où son éloignement n'était qu'une pièce d'un puzzle plus complexe. La véritable histoire commençait seulement à se dévoiler. Les découvertes de Béatrice commencèrent à créer des vagues de plus en plus grandes dans le monde des affaires. La journaliste avait rassemblé suffisamment de preuves pour montrer comment Marcel manipulait systématiquement informations et personnes pour maintenir son contrôle sur l'entreprise. Ce qui avait commencé avec l'éloignement d'Émilie des années auparavant se révélait désormais être un schéma de comportement qui affectait divers aspects des affaires. Par un matin particulièrement agité chez Biovie, Émilie recevait les résultats de ces derniers tests cliniques quand Adrien, le plus sensible des quadruplés, eut une crise d'anxiété à l'école. L'institutrice rapporta que le garçon s'était extrêmement agité après une activité sur la famille. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur son père.
expliqua l'éducatrice préoccupée. L'incident fit réaliser à Émilie qu'elle ne pouvait plus reporter certaines conversations. Ce soir-là, elle réunit les 4 garçons dans le salon de l'appartement qu'ils avaient réussi à louer près du centre social Sainte-Claire. Thomas, avec ses yeux observateurs, semblait déjà anticiper la gravité de la conversation. Louis ne tenait pas en place sur le canapé, tandis que Raphaël essayait de calmer Adrien, encore sensible. « Maman va vous raconter une histoire », commença Émilie, sa voix douce mais ferme. « Une histoire d'amour, de choix et de nouveaux départs. » Tandis qu'elle parlait du passé, adaptant le récit pour que les enfants puissent comprendre, Émilie remarqua comment chacun des garçons traitait l'information de manière unique. Thomas absorbait chaque mot en silence, ses yeux révélant une compréhension au-delà de son âge. Louis interrompait constamment avec des questions, voulant savoir plus de détails sur le salon de cristal et l'entreprise. Adrien se rapprocha davantage de sa mère, cherchant un contact physique comme forme de réconfort. Raphaël, étonnamment, fut celui qui posa la question la plus difficile. « Pouvons-nous rencontrer notre père ?» La question plana dans l'air, comme un nuage lourd. Émilie s'apprêtait à répondre quand son téléphone sonna. C'était Béatrice, avec des nouvelles urgentes. « Émilie, vous devez voir ça. J'ai trouvé des documents qui prouvent que Marcel fait à François exactement ce qu'il vous a fait. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de révélations. La journaliste avait découvert que Marcel écartait progressivement François du contrôle de l'entreprise, utilisant des tactiques similaires à celles qu'il avait employées des années auparavant. Des documents étaient modifiés, des réunions importantes étaient reprogrammées sans préavis, des décisions étaient prises sans consultation préalable. Au centre social Sainte-Claire, Madame Claire observait tout avec une inquiétude maternelle. « Les enfants sentent quand quelque chose est différent », commenta-t-elle, remarquant comme les quadruplés étaient les plus agités que d'habitude. Peut-être est-il temps de laisser le passé se réconcilier avec le présent. Biovie continuait de croître, maintenant avec un projet révolutionnaire de diagnostic préventif qui attirait l'attention internationale. Émilie partageait son temps entre gérer l'entreprise, s'occuper de ses fils et faire face aux révélations qui surgissaient quotidiennement sur son passé. C'est durant une présentation importante pour des investisseurs que le destin décida d'intervenir. Émilie expliquait comment sa technologie pourrait transformer l'accès aux soins dans les communautés défavorisées quand François entra dans l'auditorium. Il n'était pas là en tant qu'homme d'affaires ou ancien compagnon, mais en tant que père qui trouvait enfin le courage d'affronter ses choix passés. Les quadruplés, qui étaient dans les coulisses avec Madame Claire, réagirent instantanément à la présence de leur père, même sans savoir qui il était. Thomas arrêta sa lecture, ses yeux fixés sur la silhouette familière. Louis, agité comme toujours, chuchota qu'il avait déjà vu ce visage sur les photos. Adrien ressentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait expliquer, tandis que Raphaël, inconsciemment, fit un pas devant ses frères. Émilie maintint son professionnalisme, terminant la présentation avec la même éloquence que d'habitude. Mais son cœur battait rapidement, non seulement à cause de la présence de François, mais pour ce que son apparition signifiait. Les vérités que Béatrice avait découvertes étaient sur le point d'éclater d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans les coulisses, Madame Claire tenait la main d'Adrien, qui tremblait légèrement. « Parfois, dit-elle doucement, l'univers choisit ses propres moments pour réparer ce qui est brisé. » Pendant ce temps, Louis avait déjà échappé à la surveillance et s'approchait de François, sa curiosité plus forte que tout protocole social. La rencontre inattendue, dans l'auditorium, déclencha une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Louis, avec sa curiosité caractéristique, fut le premier à briser la glace, s'approchant de François avec une question directe. « Pourquoi vous semblez triste sur les photos du magazine ?» La simplicité de la question enfantine prit François au dépourvu. Ses yeux, jusqu'alors fixés sur Émilie, se tournèrent vers le petit garçon devant lui. La ressemblance était indéniable, le même regard inquiet qu'il avait lui-même dans son enfance, la même façon d'incliner la tête quand il était curieux. Émilie, se remettant de sa surprise initiale, comprit qu'elle ne pouvait plus repousser l'inévitable. D'un geste doux, elle appela les autres garçons qui s'approchèrent à différents rythmes. Thomas avec des pas calculés, Adrien à moitié caché derrière Raphaël, qui maintenait sa posture protectrice.
Les enfants, commença Émilie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Voici François. Elle fit une pause, cherchant les mots justes. Il est votre père. Le silence qui suivit fut rompu par Louis, qui immédiatement lança une série de questions. Thomas observait, intensément, traitant chaque détail de la situation. Adrien, étonnamment, fut celui qui fit un pas en avant, ses yeux sensibles captant quelque chose dans les expressions de François que les autres n'avaient pas encore remarqué. Béatrice, qui observait la scène de loin, réalisa qu'elle assistait à plus qu'une réunion familiale. C'était le début d'une réconciliation qui pourrait exposer toutes les manipulations de Marcel. Discrètement, elle commença à prendre des notes dans son carnet. Madame Claire, avec sa sagesse caractéristique, suggéra que tous se réunissent au centre social. Certaines conversations ont besoin d'un lieu sûr pour se dérouler, dit-elle, guidant le groupe hors de l'auditorium. Dans l'environnement accueillant du centre social, les enfants commencèrent à se détendre davantage. Louis montra à François ses expériences scientifiques improvisées, clairement héritées de sa mère. Thomas, toujours silencieux, ne quittait pas son père des yeux, comme s'il assemblait un puzzle mental. Adrien, peu à peu, commença à s'approcher, attiré par la gentillesse qu'il percevait dans les gestes de François. Raphaël, bien que maintenant sa posture protectrice, manifestait une curiosité croissante. C'est durant cette interaction que François trouva enfin le courage de commencer à s'expliquer. Il n'essaya pas de se justifier, mais partagea comment Marcel avait manipulé les informations, créé des méfiances et graduellement empoisonné les relations au sein de l'entreprise. « J'ai été faible », admit-il, sa voix chargée de regret. « J'ai laissé les mensonges de Marcel m'aveugler. Et quand j'ai finalement compris la vérité, j'ai pensé qu'il était trop tard pour réparer les choses. » Émilie écoutait avec un mélange d'émotions. Des années de rancœur ne pouvaient être effacées en un jour, mais il y avait quelque chose dans l'interaction entre François et les enfants qui touchait son cœur. Chaque geste, chaque regard échangé entre le père et ses fils révélait des connexions que même le temps et la distance n'avaient pas réussi à briser. Pendant ce temps, dans l'entreprise, Marcel commençait à réaliser que son plan s'effondrait. Les investigations de Béatrice étaient parvenues aux oreilles du conseil d'administration, et des documents importants commençaient à révéler des incohérences dans ses actions au fil des ans. Au centre social, les heures passaient presque inaperçues. François apprenait sur chacun des garçons, l'intelligence silencieuse de Thomas, la curiosité infinie de Louis, la sensibilité unique d'Adrien, la force protectrice de Raphaël. Chaque découverte était comme un cadeau précieux, une chance de connaître les fils qui avaient grandi sans sa présence. Madame Claire, observant tout avec ses yeux sages, prépara du thé pour tous. « Vous savez, dit-elle à François quand les autres étaient distraits, ce n'est pas seulement l'ADN qui fait un père, c'est la présence, les choix quotidiens, l'amour démontré par de petits gestes. » La nuit tomba, et avec elle, la nécessité d'établir de nouvelles limites et attentes. Émilie, toujours pragmatique, suggéra qu'il commence doucement. « Les enfants ont besoin de temps pour assimiler tout cela, » expliqua-t-elle, « et nous aussi. » François acquiesça, comprenant qu'il y avait beaucoup à reconstruire. Avant de partir, il sortit de sa poche une carte avec son numéro de téléphone. « Pour quand ils voudront discuter ?» dit-il simplement, la remettant à Émilie. C'est à ce moment que Louis, toujours impulsif, courut pour donner une accolade à son père, brisant toute formalité qui restait dans l'atmosphère. Les jours qui suivirent la réunion apportèrent des changements subtils mais significatifs dans la routine de la famille. François commença à participer à la vie des garçons de façon graduelle et respectueuse. Cela débuta par de courtes visites au parc, puis des déjeuners dominicaux, toujours en suivant le rythme qu'Émilie et les enfants établissaient. Chacun des quadruplés réagissait différemment à la présence du père. Thomas, l'observateur, commença à poser des questions plus profondes sur le passé, voulant comprendre chaque détail de l'histoire familiale. Louis transforma François en son nouveau partenaire d'expérience scientifique, demandant constamment de l'aide pour des projets de plus en plus élaborés. Adrien, initialement hésitant, trouva chez son père une source inattendue de compréhension pour sa sensibilité. Raphaël, bien que toujours protecteur, commença à relâcher sa garde en voyant comment ses frères s'épanouissaient avec cette nouvelle présence.
Chez Biovie, Émilie continuait à révolutionner le domaine de la santé préventive. Son projet le plus récent, un système de diagnostic mobile qui pourrait être facilement implémenté dans des zones reculées, était sur le point de recevoir un important financement international. La présence de François dans sa vie professionnelle commença aussi à se manifester de manières inattendues. Il offrait des perspectives précieuses sur la gestion d'entreprise, toujours en respectant les limites établies par Émilie. Béatrice, plongée dans son enquête, découvrit davantage de preuves des manipulations de Marcel. Des documents révélaient un schéma de comportement qui s'étendait sur des années, affectant non seulement Émilie et François, mais divers autres employés et partenaires de l'entreprise. La journaliste, cependant, percevait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, une histoire de rédemption et de reconstruction qui transcendait l'environnement corporatif. Ce fut durant un après-midi au centre social qu'une situation inattendue modifia la dynamique familiale. Adrien, toujours le plus sensible des quadruplés, commença à manifester des symptômes préoccupants. Ses maux de tête, auparavant occasionnels, devinrent plus fréquents et intenses. Émilie, avec ses connaissances en biotechnologie, soupçonna que ce n'était pas simple. Les examens préliminaires confirmèrent ses inquiétudes. Adrien présentait une condition rare qui nécessitait une attention spécialisée. Le diagnostic tomba comme une bombe sur la famille nouvellement reconnectée. Émilie, habituée à affronter les défis seule, se retrouva face à une situation où elle aurait besoin de faire confiance à d'autres personnes. François, en apprenant la situation, n'hésita pas. Il mobilisa ses contacts pour obtenir les meilleurs spécialistes, mais fit tout avec discrétion et en consultant toujours Émilie avant toute décision. Sa préoccupation sincère pour Adrien révéla un côté de lui qui jusqu'alors demeurait caché, celui du père qui, même ayant été absent, portait un amour profond pour ses enfants. Les autres garçons réagirent chacun à leur manière. Thomas lut tout ce qu'il pouvait sur la condition de son frère, devenant une petite encyclopédie médicale ambulante. Louis réorienta son énergie pour inventer des dispositifs qui pourraient aider Adrien à se sentir plus confortable. Raphaël intensifia ses soins, développant une sensibilité encore plus grande pour anticiper les besoins de son frère. Madame Claire, observant tout avec sa sagesse caractéristique, remarqua comment la situation unissait la famille d'une manière qu'aucune planification n'aurait pu réussir. « Parfois, dit-elle à Émilie durant l'une de leurs conversations nocturnes, l'univers nous présente des défis non pas pour nous abattre, mais pour nous montrer la force que nous avons quand nous sommes unis. » La condition d'Adrien exigeait un traitement complexe, et ce fut pendant les consultations médicales qu'Émilie et François commencèrent à reconstruire une base de confiance. Ce n'était plus la relation romantique du passé, mais un partenariat centré sur le bien-être de leurs enfants. Les longues heures dans les salles d'attente offraient des conversations honnêtes sur le passé, le présent et les possibilités du futur. Dans l'une de ces conversations, François ouvrit finalement son cœur complètement. Il raconta comment les manipulations de Marcel l'avaient fait douter de tout, y compris de son propre jugement. Comment la peur de perdre l'entreprise qu'il avait construite l'avait amené à prendre des décisions qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Et comment maintenant, en voyant ses fils grandir, il réalisait qu'il avait gaspillé les années les plus précieuses à cause de mensonges et de manipulations. La nouvelle de la condition d'Adrien provoqua un changement profond dans la dynamique familiale. Émilie, qui avait toujours maintenu une distance professionnelle avec François, commença à comprendre qu'ils auraient besoin de travailler ensemble d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le traitement exigeait des décisions conjointes, une présence constante et surtout, une union qui transcendait les ressentiments passés. Chez Biovie, le nouveau projet de diagnostic mobile prit une dimension encore plus personnelle. Émilie commença à incorporer ses expériences avec la condition d'Adrien dans le développement de la technologie, cherchant des moyens de rendre les examens complexes plus accessibles pour les familles dans des situations similaires. Son équipe, inspirée par son dévouement, travailla sans relâche pour perfectionner le système. Les autres, quadruplés, faisaient preuve d'une maturité surprenante face à la situation. Thomas, toujours observateur, commença à documenter dans un journal toutes les réactions d'Adrien aux différents traitements, créant un registre détaillé qui s'avérerait précieux pour les médecins. Louis canalisa son énergie pour créer de petits dispositifs qui aidèrent son frère au quotidien. Des supports pour livres à un système d'éclairage qui n'aggravait pas ses maux de tête. Raphaël, quant à lui,
développa une connexion encore plus profonde avec Adrien. C'était comme s'il pouvait sentir quand une crise approchait, alertant les parents avant même l'apparition des premiers symptômes. Sa présence tranquille et constante devint un pilier fondamental du bien-être de son frère. François, déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé, réorganisa complètement sa vie professionnelle. Il délégua des responsabilités dans l'entreprise, privilégiant le temps avec ses enfants. Ses visites au centre social Sainte-Claire devinrent plus fréquentes et il commença à s'impliquer dans les projets sociaux qui signifiaient tant pour Émilie. Ce fut lors d'une de ces visites que Madame Claire, avec sa perspicacité caractéristique, remarqua quelque chose de spécial. « Vous deux, dit-elle à Émilie et François, apprenez enfin à danser ensemble sans vous marcher sur les pieds. » C'était vrai, une synchronie délicate s'était développée entre eux, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Béatrice, suivant le développement de l'histoire, réalisa qu'elle avait entre les mains non seulement une dénonciation des manipulations de Marcel, mais un récit puissant sur la régénération et les secondes chances. Dans ses notes, la journaliste commença à tracer des parallèles entre la transformation de la famille et les changements qui s'opéraient dans le paysage entrepreneurial. Le traitement d'Adrien progressa lentement, avec des hauts et des bas qui testèrent la résistance de tous. Chaque petite victoire était célébrée en famille, chaque recul affronté avec union et détermination. Les nuits à l'hôpital, qui auraient pu être des moments de tension, se transformèrent en opportunités de reconnexion. Lors d'une de ces nuits, alors qu'Adrien dormait enfin après une journée difficile, Émilie trouva François à la cafétéria de l'hôpital. Il était penché sur des papiers de l'entreprise, mais ce n'étaient pas des rapports financiers. C'étaient des projets pour élargir l'accès aux traitements spécialisés dans les communautés défavorisées, inspirés par le travail de Biovie. « Vous savez, dit-il, levant les yeux des documents, j'ai passé des années à penser que le succès signifiait des chiffres sur une feuille de calcul. Maintenant, je vois que le véritable succès est de pouvoir faire la différence dans la vie des gens. » Émilie remarqua que ses yeux avaient le même éclat qu'elle voyait chez Louis quand il faisait une nouvelle découverte. La transformation de François ne passa pas inaperçue auprès du personnel du centre social. Anne, qui le voyait auparavant, avec méfiance, commença à l'inclure dans les projets de la coopérative de couture, surtout après qu'il eut suggéré des moyens d'améliorer la distribution des produits. Marie trouva en lui un allié pour élargir le programme d'inclusion numérique, profitant de ses contacts d'affaires pour obtenir plus d'équipements. Les quadruplés, observant le changement chez leur père, commencèrent à s'ouvrir de différentes manières. Thomas partageait ses pensées les plus profondes durant les parties d'échecs qui devinrent un rituel entre eux. Louis ne se retenait pas de montrer ses dernières inventions, surtout quand elles étaient inspirées par quelque chose que François avait mentionné. Raphaël, bien que toujours protecteur, commença à accepter l'aide de son père dans les soins apportés à Adrien. Ce fut durant un après-midi particulièrement significatif qu'Émilie réalisa à quel point les choses avaient changé. En Maïsam, observant François aider Adrien avec ses exercices de physiothérapie, tandis que les autres garçons faisaient leurs devoirs éparpillés dans la pièce, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce n'était pas la fin heureuse d'un conte de fées, c'était quelque chose de plus réel, plus profond, construit sur des bases de compréhension, de pardon et de croissance mutuelle. Tandis que la famille trouvait son nouveau rythme, Béatrice avançait dans son enquête sur les activités de Marcel. La journaliste avait découvert un schéma inquiétant de manipulation financière qui allait bien au-delà du cas d'Émilie et François. Des documents révélaient des modifications systématiques de contrats, des détournements de fonds de projets sociaux et un réseau d'influence qui s'étendait à divers secteurs de l'entreprise. Par un matin agité chez Biovie, Émilie recevait les résultats les plus récents des tests de son système de diagnostic mobile quand Béatrice arriva sans prévenir. « Nous devons parler », dit la journaliste, son visage tendu reflétant la gravité de la situation. « J'ai trouvé quelque chose qui va tout changer. » Les découvertes étaient impressionnantes. Marcel n'avait pas seulement manipulé des situations pour éloigner Émilie, il avait systématiquement saboté divers projets de recherche et développement qui auraient pu bénéficier aux communautés défavorisées. Son obsession du contrôle et du profit avait nui à d'innombrables initiatives qui auraient pu transformer des vies.
François, informé des découvertes, sentit le poids d'années de manipulation s'effondrer sur ses épaules. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se questionna-t-il, repassant mentalement chaque décision prise sous l'influence de Marcel. La culpabilité était écrasante, mais Émilie, étonnamment, fut celle qui offrit une perspective différente. « L'important n'est pas combien de temps nous avons mis à voir la vérité, » dit-elle, sa voix ferme mais douce, « mais ce que nous faisons après l'avoir découverte. » Les quadruplés, même sans comprendre complètement la situation, sentaient la tension dans l'air. Adrien, particulièrement sensible aux émotions des adultes, commença à montrer plus d'anxiété. Ce fut Louis qui, par inadvertance, procura un moment de soulagement en apparaissant avec sa dernière invention. Un dispositif qui changeait de couleur selon la température ambiante. « Cela me donne une idée », dit Émilie, observant l'appareil improvisé de Louis. Son projet de diagnostic mobile pourrait être adapté pour inclure un système d'alerte précoce, similaire à ce que Raphaël avait développé naturellement par rapport à Adrien. La technologie pourrait apprendre à reconnaître des schémas subtils qui précédèrent les crises ou complications. Madame Claire, toujours présente dans les moments cruciaux, offrit le centre social comme base pour un projet pilote. Ici, nous avons des personnes réelles, avec des besoins réels, argumenta-t-elle. Quel meilleur endroit pour tester quelque chose qui peut aider tant de familles? L'idée prit rapidement forme. L'équipe de BioVie commença à travailler sur une version élargie du système, incorporant des éléments d'intelligence artificielle qui pouvaient apprendre des schémas de chaque patient. François, utilisant ses contacts d'affaires, obtint des partenariats qui permettraient d'implémenter le projet à grande échelle. Ce fut durant l'une de ces réunions de développement que Thomas, observant silencieusement comme toujours, posa une question qui laissa tout le monde pensif. Si oncle Marcel n'aime pas aider les gens, pourquoi travaille-t-il dans une grande entreprise? La question innocente touchait un point crucial. L'entreprise de François, fondée à l'origine avec l'objectif de développer des technologies bénéfiques pour la société, s'était écartée de son but sous l'influence de Marcel. Il était temps d'un recentrage. Béatrice, préparant son reportage, commença à voir au-delà du scandale corporatif. Il y avait une histoire de transformation personnelle et de rédemption qui devait être racontée. La journaliste passa des jours à interviewer d'anciens employés, des partenaires commerciaux et des bénéficiaires des premiers projets sociaux de l'entreprise. Le tableau qui se formait était clair. Marcel avait systématiquement détruit non seulement des relations, mais aussi l'objectif original de l'entreprise. Ces manipulations avaient créé une culture de méfiance et d'individualisme qui étouffait toute initiative d'impact social. Raphaël, toujours attentif aux autres, perçut le changement chez son père avant quiconque. « Papa est différent », commenta-t-il avec Émilie un soir. « Il sourit plus quand il parle de travail maintenant. » C'était vrai. François avait trouvé un nouveau but, une chance de corriger des années de décisions erronées. La transformation ne se limitait pas aux adultes. Les quadruplés, chacun à sa manière, commençaient à comprendre la valeur du travail que leurs parents réalisaient. Louis orientait sa curiosité vers des projets à impact social. Thomas développait une compréhension profonde des questions éthiques. Adrien trouvait des moyens d'utiliser sa sensibilité pour aider les autres. Et Raphaël renforçait encore plus son instinct protecteur. Le reportage de Béatrice eut un impact considérable lorsqu'il fut finalement publié. L'histoire ne concernait pas seulement les manipulations de Marcel. C'était un portrait puissant de la façon dont l'ambition effrénée pouvait corrompre les objectifs les plus nobles. Et comment il était possible de retrouver le chemin perdu grâce à des choix conscients et courageux. Le conseil d'administration de l'entreprise réagit rapidement aux révélations. Un audit complet fut lancé et Marcel fut écarté de ses fonctions. François, cependant, n'était pas intéressé à simplement reprendre son ancien poste. Il avait une vision différente pour l'avenir. « Je veux transformer l'entreprise en quelque chose dont nos enfants pourront être fiers », expliqua-t-il à Émilie lors d'un des déjeuners qu'il partageait désormais régulièrement. Pas seulement pour son succès financier, mais pour l'impact positif que nous pouvons avoir sur la société. BioVie devenait un modèle d'entreprise à vocation sociale. Le système de diagnostic mobile, maintenant perfectionné avec des années de données et d'expérience, révolutionnait les soins dans les communautés défavorisées.
Émilie avait créé un programme de mentorat pour jeunes scientifiques de milieux vulnérables, inspiré par son propre parcours. Les quadruplés s'épanouissaient au milieu de tous ces changements. Louis avait initié un club de sciences au centre social, où il enseignait à d'autres enfants comment créer des inventions avec des matériaux recyclés. Thomas, toujours observateur, avait commencé à écrire de petites histoires sur les personnes qu'il rencontrait au centre, révélant un talent surprenant pour saisir l'essence des gens. Adrien, bien que toujours aux prises avec sa condition, avait trouvé dans l'art une forme d'expression. Ses peintures, pleines de couleurs vibrantes et de formes abstraites, commençaient à décorer les murs du centre social, inspirant d'autres à trouver de la beauté même dans les moments difficiles. Raphaël, quant à lui, avait développé un programme d'accompagnement pour enfants avec des conditions similaires à celles de son frère. Madame Claire observait toutes ces transformations avec un sourire serein. Le centre social, qui avait commencé comme un simple refuge, se transformait en un véritable centre d'innovation sociale. Anne avait élargi sa coopérative de couture pour inclure une ligne de vêtements adaptée aux personnes ayant des besoins spéciaux. Marie développait des applications qui rendèrent la technologie plus accessible aux communautés défavorisées. Ce fut lors d'un après-midi particulier au centre social qu'Émilie réalisa à quel point leurs vies avaient changé. Elle observait François assis par terre, aidant Louis à monter une nouvelle expérience, tandis que Thomas lisait une de ses histoires à un groupe d'enfants. Adrien peignait tranquillement dans son coin préféré, avec Raphaël toujours à proximité, prêt à aider si nécessaire. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Béatrice, qui était devenue une présence constante dans la vie de la famille. « Comment vous avez transformé une histoire de trahison et de manipulation en quelque chose de si positif ?» C'était vrai. Ce qui aurait pu n'être qu'un scandale corporatif de plus s'était transformé en un mouvement de changement réel. L'entreprise de François était en cours de restructuration avec un accent sur l'innovation sociale, travaillant en partenariat avec BioVie sur divers projets. Parfois, réfléchit Émilie, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable objectif. Elle observa ses fils, chacun unique et spécial à sa façon, tous contribuant à rendre le monde meilleur. Et parfois, ce qui semble être notre plus grand défi devient notre plus grande bénédiction. Le traitement d'Adrien progressait. Bien, et sa condition avait inspiré une nouvelle ligne de recherche chez BioVie, axée sur la médecine préventive personnalisée. François, qui ne voyait autrefois que des chiffres et des résultats, comprenait maintenant la vraie valeur de chaque projet, de chaque vie impactée. Les soirées au centre social étaient devenus des moments spéciaux de communauté. Des familles se réunissaient pour partager des histoires, apprendre les unes des autres et planifier de nouveaux projets. Les quadruplés étaient au cœur de ces réunions. Louis avec ses inventions, Thomas avec ses histoires, Adrien avec son art et Raphaël avec sa capacité à unir les gens. « Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici », dit Madame Claire un soir, observant la cour pleine de vie. Non seulement une famille, mais toute une communauté basée sur l'amour, le respect et un objectif commun. Émilie et François échangèrent un regard de compréhension. Ce n'était pas la fin qu'ils avaient imaginée des années auparavant, mais c'était infiniment plus significatif. Ils avaient trouvé un objectif plus grand qu'eux-mêmes, et leurs enfants grandissaient dans un environnement où ils pouvaient véritablement faire la différence. L'impact du reportage de Béatrice continuait à résonner dans le monde des affaires. Les entreprises de tout le pays commencèrent à réexaminer leurs pratiques de gouvernance, et le modèle d'affaires de BioVie, combinant innovation technologique et impact social, devint un sujet d'étude dans d'importantes écoles de commerce. Émilie fut invitée à donner une conférence lors d'un congrès international sur l'innovation en santé. Au début, elle hésita. Elle ne s'était jamais imaginée dans le rôle d'oratrice principale. Ce fut Adrien qui, étonnamment, l'encouragea. « Maman, d'autres personnes ont besoin de savoir comment aider comme tu le fais. » Les quadruplés insistèrent pour participer à la préparation de la présentation, chacun contribuant à sa manière. Thomas aida à organiser les données de façon claire et objective. Louis créa de petites démonstrations pratiques pour illustrer le fonctionnement de la technologie. Adrien sélectionna les couleurs et images qui rendraient la présentation plus accueillante. Raphaël s'assura que le message principal, l'importance de l'accès aux soins, reste au centre de tout.
François, observant l'implication des enfants, comprit qu'il était temps d'apporter un changement significatif dans sa propre entreprise. « Nous allons créer un conseil des jeunes », proposa-t-il lors d'un dîner en famille. Un groupe de jeunes qui pourra apporter de nouvelles perspectives à nos projets sociaux. L'idée prit rapidement forme. Le conseil des jeunes commença avec un groupe d'adolescents du centre social, incluant certains qui avaient été aidés par les projets de BioVie. Louis, bien qu'encore jeune, fut nommé mascotte honoraire du groupe, ses idées créatives toujours bienvenues lors des réunions. Madame Claire, voyant le centre social se transformer en un véritable laboratoire d'innovation sociale, décida d'élargir encore son impact. Avec l'aide d'Émilie et François, elle initia un programme d'échange avec d'autres centres communautaires, partageant connaissances et ressources. « C'est comme une grande famille qui s'agrandit », expliqua-t-elle à Adrien, qui l'aidait à organiser les fleurs du jardin thérapeutique qu'ils avaient créé ensemble. Le garçon, qui auparavant luttait avec sa sensibilité, la voyait maintenant comme un don qui lui permettait de se connecter profondément avec les gens. La condition d'Adrien, bien qu'exigeante encore des soins constants, s'était considérablement stabilisée. Le traitement développé sur la base des observations de Raphaël s'était avéré si efficace que BioVie adaptait le protocole pour aider d'autres enfants avec des conditions similaires. Thomas, toujours attentif aux détails, avait commencé à documenter toutes les histoires de réussite du centre social. Son projet, initialement un simple journal, s'était transformé en un blog qui inspirait des personnes dans tout le pays. « Chaque histoire est comme une petite lumière », expliquait-il à sa manière tranquille, « et quand nous les rassemblons toutes, il devient plus facile de voir le chemin. » Louis, inspiré par le succès du blog de son frère, décida de créer une série de vidéos éducatives sur la science et la technologie sociale. Avec l'aide de Marie, il transformait des concepts complexes en explications amusantes et accessibles. Ces vidéos devinrent rapidement populaires parmi les étudiants et les éducateurs. Raphaël, toujours concentré sur le soin des autres, développa un programme de mentorat où des adolescents plus âgés aidaient des enfants ayant des besoins spéciaux. « Tout le monde a quelque chose à enseigner », disait-il, répétant l'une des phrases préférées de Madame Claire. Par un après-midi particulièrement significatif, Émilie trouva François dans le jardin du centre social, observant les garçons jouer. « Tu sais, dit-il, j'ai passé des années à penser que le succès se mesurait en chiffres. Maintenant, je vois qu'il se mesure en sourires, en vie transformée, en rêves réalisés. » Anne, qui passait avec un nouveau lot d'uniformes adaptés, sourit en entendant le commentaire. Sa coopérative de couture s'était transformée en une entreprise sociale prospère, fournissant des vêtements spécialisés à des hôpitaux et centres de réadaptation dans tout le pays. La transformation ne se limitait pas aux aspects professionnels. Émilie et François avaient trouvé un nouveau type de partenariat, basé sur le respect mutuel et le désir partagé de faire la différence. Ce n'était pas une romance renouvelée, mais quelque chose d'également précieux, une amitié profonde et un partenariat efficace dans l'éducation de leurs enfants et la réalisation de projets significatifs. Les quadruplés, observant l'harmonie entre leurs parents, développèrent leur propre compréhension des relations et de l'objectif. « C'est comme nos expériences », expliqua Louis un jour, « parfois il faut plusieurs éléments différents pour créer quelque chose de spécial. » La conférence d'Émilie au Congrès international fut un succès retentissant. Sa présentation, enrichie par les contributions de ses fils, toucha les cœurs et les esprits. Il ne s'agissait pas seulement de technologie et d'innovation, mais de comment de petites actions pouvaient déclencher de grandes transformations. La vidéo de la conférence devint virale sur les réseaux sociaux, atteignant des millions de vues. « Maman, tu es célèbre !» s'exclama Louis, montrant les commentaires enthousiastes qui arrivaient de toutes parts du monde. Émilie, cependant, était plus intéressée par l'impact pratique de son message. Des invitations pour des partenariats et collaborations commencèrent à arriver de partout. Des organisations internationales voulaient mettre en œuvre le modèle de BioVie dans différents contextes culturels. Des universités demandaient des études de cas sur l'intégration entre technologie et impact social. François, inspiré par le succès d'Émilie, décida d'accélérer les changements dans sa propre entreprise. Le Conseil des jeunes obtint un véritable pouvoir de décision dans les projets sociaux, et un fonds spécifique fut créé pour financer les initiatives proposées par la communauté. Les quadruplés continuaient de surprendre tout le monde par leur développement.
Tomato, avec son blog d'histoire du centre social, avait créé un réseau de solidarité qui s'étendait dans tout le pays. Des personnes partageaient leurs propres expériences de résilience, créant une toile de soutien mutuel. Louis transforma son club de sciences en un programme structuré d'éducation scientifique pour enfants défavorisés. Avec le soutien de BioVie et de l'entreprise de François, le programme commença à être reproduit dans d'autres centres communautaires. La science est pour tous, insistait-il, faisant écho aux enseignements de sa mère. Adrien, bien que toujours aux prises avec sa condition, était devenu une inspiration pour d'autres enfants confrontés à des défis similaires. Son jardin thérapeutique au centre social était devenu un espace de guérison et de renouveau, où l'art et la nature se combinaient pour créer un environnement de paix et de récupération. Raphaël, toujours attentif aux besoins des autres, élargit son programme de mentorat pour inclure une formation aux premiers secours et au soutien émotionnel de base. « Parfois, nous avons juste besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls », expliquait-il, démontrant une sagesse au-delà de son âge. Madame Claire, observant toutes ces transformations, décida de documenter l'histoire du centre social. Avec l'aide de Béatrice, elle commença à recueillir des témoignages, des photos et des documents qui racontaient non seulement l'histoire d'Émilie et sa famille, mais de toutes les vies qui avaient été touchées au fil des ans. « Chaque personne qui passe par ici laisse une empreinte, dit-elle, montrant à Thomas un vieil album de photographies. Et chaque empreinte raconte une histoire d'espoir. » Le garçon, fasciné par les archives historiques, commença à incorporer ces anciennes histoires dans son blog, créant un pont entre passé et présent. Anne et sa coopérative de couture reçurent une commande spéciale, créer des uniformes pour la première promotion du programme d'éducation scientifique de Louis. Les vêtements, en plus d'être pratiques, intégraient des éléments de design suggérés par Adrien, devenant symbole d'une éducation véritablement inclusive. Marie, inspirée par le succès des vidéos éducatives de Louis, développa une plateforme numérique permettant à d'autres communautés de partager leurs propres contenus éducatifs. « Car la connaissance est comme la lumière, disait-elle. Plus nous la partageons, plus elle brille. » Lors d'une soirée spéciale au centre social, durant une célébration qui réunissait bénéficiaires, bénévoles et soutiens, Émilie eut une épiphanie. En observant ses fils interagir avec d'autres enfants, chacun à sa manière unique, elle réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de bien plus grand qu'une entreprise de biotechnologie ou un centre communautaire. « Nous avons créé un mouvement, dit-elle à François, qui acquiesça silencieusement. C'était vrai ? Ce qui avait commencé comme une histoire de résilience personnelle s'était transformé en un catalyseur de changements sociaux. Chaque personne touchée par leurs initiatives devenait, à son tour, un agent de transformation dans sa propre communauté. Les quadruplés, bien qu'encore jeunes, comprenaient déjà la valeur de leur héritage familial. Il ne s'agissait pas de richesse ou de pouvoir, mais de la capacité à faire la différence dans la vie des gens. « Nous sommes comme des graines », dit Adrien un jour, peignant une fresque au centre social, grandissant ensemble pour créer quelque chose de beau. Le succès du modèle intégré entre BioVie et le centre social Sainte-Claire commença à attirer l'attention internationale. Une importante organisation mondiale de santé manifesta son intérêt pour reproduire le programme dans différents pays. La proposition était tentante, des ressources abondantes, une exposition mondiale et la chance d'impacter des millions de vies. Cependant, Émilie découvrit que l'organisation avait des liens indirects avec l'ancien cercle d'affaires de Marcel. La décision qui se présentait n'était pas simple. Accepter le soutien et s'étendre rapidement ou maintenir la croissance organique et indépendante qu'ils avaient construite. Parfois, le chemin le plus long est le plus sûr, observa Thomas, lors d'un dîner en famille, surprenant tout le monde par sa perspicacité. Émilie sourit, reconnaissant dans les paroles de son fils la même prudence qu'elle-même ressentait. Les quadruplés, maintenant plus mûrs, participaient activement aux discussions sur l'avenir des projets. Louis suggéra qu'au lieu d'une expansion internationale immédiate, il pourrait créer un programme d'échange avec d'autres centres communautaires du pays. « Nous pouvons apprendre d'eux aussi », argumenta-t-il, et ensuite grandir ensemble. Adrien, qui avait développé une sensibilité particulière pour les questions organisationnelles, exprima son inquiétude face à une expansion trop rapide. « C'est comme quand nous plantons des fleurs dans le jardin », expliqua-t-il.
Si nous en mettons trop à la fois, certaines ne peuvent pas bien pousser. Raphaël, toujours concentré sur l'aspect humain, suggéra qu'il commence par former des leaders communautaires d'autres régions. Ainsi, quand nous grandirons, nous aurons déjà des personnes qui comprennent notre façon de travailler, proposa-t-il, démontrant une compréhension profonde de la gestion des personnes. François, qui avait appris durement les dangers des partenariats précipités, soutint la prudence d'Émilie. Ensemble, ils développèrent un plan alternatif. Ils créeraient un institut indépendant focalisé sur l'éducation et la formation de leaders communautaires dans le domaine de la santé préventive. Madame Claire, avec sa sagesse caractéristique, approuva la décision. « Vous plantez des arbres dont les fruits nourriront des générations », dit-elle, observant les préparatifs pour le nouveau projet. Le centre social serait le siège de l'Institut, maintenant ses racines fermement plantées dans la communauté qui l'avait vu naître. La nouvelle du refus du partenariat international causa la surprise sur le marché, mais l'explication d'Émilie pour sa décision gagna encore plus d'admirateurs. L'impact social véritable ne se mesure pas à la vitesse de l'expansion, mais à la profondeur de la transformation, déclara-t-elle dans une interview qui deviendrait une référence dans le secteur. Les garçons continuaient à développer leurs propres projets. Thomas élargit son blog pour inclure un podcast où de jeunes leaders communautaires partageaient leurs expériences. Louis créa un laboratoire mobile qui visitait des écoles publiques, apportant des expériences scientifiques à des enfants qui n'avaient jamais eu contact avec des équipements de laboratoire. Adrien, dont l'état de santé était en plus stable, commença à offrir des ateliers d'art-thérapie pour d'autres enfants avec des défis similaires. Son jardin thérapeutique devint un modèle étudié par des professionnels de la santé mentale de tout le pays. Raphaël, inspiré par le succès de son programme de mentorat, développa une application qui connectait de jeunes bénévoles à des projets sociaux dans leur communauté. L'outil, développé en partenariat avec l'équipe technologique de Biovie, devint rapidement un succès national. Anne et sa coopérative de couture reçurent une commande spéciale, créer les uniformes pour la première promotion de l'Institut. Le design développé en collaboration avec Adrien incorporait des éléments représentant l'union entre technologie et humanité, un reflet parfait de la philosophie du projet. Marie élargit son programme d'inclusion numérique pour inclure des cours de programmation de base. La technologie est un outil de transformation sociale, expliquait-elle aux élèves. Mais elle ne fonctionne que lorsque nous mettons les personnes en premier. Par un après-midi spécial, en observant un groupe de nouveaux instructeurs formés pour reproduire le programme dans d'autres communautés, Émilie ressentit une vague de gratitude. Le chemin qu'ils avaient choisi n'était pas le plus rapide ni le plus lucratif, mais il était authentique et fidèle aux valeurs qu'ils avaient construites ensemble. François, qui accompagnait la formation, partagea sa propre réflexion. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ? Comment chaque décision que nous prenons en pensant au bien commun finit par apporter des résultats bien plus grands que ce que nous pourrions imaginer. » Les quadruplés, observant leurs parents travailler ensemble sur le nouveau projet, développaient leur propre compréhension du leadership et de l'impact social. Il ne s'agissait pas de pouvoir ou de reconnaissance, mais de la capacité à créer des changements positifs et durables dans la vie des gens. L'Institut commença ses activités avec une cérémonie simple mais significative au Centre social Sainte-Claire. L'événement rassembla des représentants de différentes communautés, chacun apportant ses propres histoires de résilience et d'espoir. Émilie, lors de son discours d'ouverture, surprit tout le monde en donnant la parole aux quadruplés. Thomas, avec son éloquence tranquille, parla de l'importance de documenter et partager les histoires de transformation. Louis enthousiasma l'assistance avec des démonstrations pratiques de comment la science pouvait résoudre des problèmes quotidiens. Adrien émut tout le monde, en parlant de comment son propre parcours de santé s'était transformé en un projet qui aidait d'autres enfants. Raphaël conclut en parlant de la force des connexions humaines et de l'importance du soin mutuel. La présentation des garçons eut un impact profond sur les personnes présentes. Ils ne sont pas seulement les enfants d'Émilie et François, commenta Béatrice qui couvrait l'événement. Ils sont l'exemple vivant de comment les prochaines générations peuvent unir objectifs et actions. Le succès de l'Institut commença à se manifester de façon inattendue.
Les communautés qui recevaient la formation n'implémentaient pas seulement les programmes de santé préventive, mais commençaient à développer leurs propres initiatives basées sur les besoins locaux. Anne élargit sa coopérative pour inclure un programme de formation à l'entrepreneuriat social, enseignant à d'autres femmes à identifier des opportunités d'affaires avec un impact positif dans leur communauté. Chaque pièce que nous produisons porte une histoire de transformation, expliquait-elle aux nouvelles apprenties. Marie, inspirée par le succès du programme technologique, développa une plateforme en ligne permettant à différents centres communautaires de partager leurs expériences et apprentissages. La technologie nous permet d'être à la fois locaux et globaux, disait-elle, faisant écho aux enseignements qu'elle avait reçus d'Émilie. Madame Claire, observant la croissance du projet, décida d'initier un nouveau programme centré sur l'échange de savoir entre différentes générations. Chaque personne qui passe par ici a quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre, expliquait-elle tout en organisant des rencontres entre les aînés de la communauté et les jeunes apprentis. Les quadruplés continuaient à surprendre tout le monde par leur développement. Thomas commença à travailler sur un livre qui rassemblait les histoires les plus impactantes de son blog, montrant comment de petites actions pouvaient déclencher de grands changements. Louis développait de nouveaux prototypes pour rendre les examens médicaux moins invasifs, inspiré par l'expérience de son frère. Adrien, dont la sensibilité s'était transformée en un puissant outil de guérison, élargit son programme d'art-thérapie pour inclure musique et danse. Son jardin thérapeutique devint un espace de rencontre où des personnes d'origines et d'histoires différentes pouvaient se connecter et guérir ensemble. Raphaël, toujours attentif aux besoins des autres, commença à former une nouvelle génération de mentors, partageant non seulement des techniques de soins, mais aussi l'importance de l'empathie et de la présence authentique. Chaque personne est un monde entier, disait-il souvent, et mérite d'être vu dans sa totalité. François, observant l'impact que ses fils produisaient, réalisa que sa propre transformation n'était pas encore complète. Il décida de créer un programme de mentorat d'entreprise axé sur les affaires à impact social, partageant non seulement son expérience en gestion, mais aussi les leçons qu'il avait apprises sur l'objectif et l'intégrité. Émilie, partageant son temps entre Biovie, l'Institut et sa famille, trouva un équilibre qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, expliquait-elle dans ses conférences, mais de faire ce qui est significatif et authentique. Lors d'une soirée spéciale pendant une célébration au centre social, Madame Claire réunit tout le monde pour un moment de réflexion. « Regardez, dit-elle, son regard parcourant les visages familiers. Comment une graine d'espoir plantée en terre fertile peut croître et se multiplier. » Les quadruplés, assis ensemble comme toujours, échangèrent un regard de compréhension. Chacun d'eux avait trouvé sa propre façon de contribuer au monde, mais ensemble, ils formèrent quelque chose d'encore plus spécial, un exemple vivant de comment les différences pouvaient se compléter pour créer quelque chose d'extraordinaire. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Émilie à François tandis qu'ils observaient à leur fils. La façon dont ils ont compris que le succès ne consiste pas à rivaliser, mais à collaborer. François acquiesça, comprenant que c'était peut-être la leçon la plus précieuse qu'ils auraient pu apprendre. Le succès de l'Institut apporta avec lui de nouveaux défis. La demande pour des formations et des partenariats croissait exponentiellement, et Émilie se retrouva face à la nécessité d'élargir l'équipe sans perdre l'essence du travail. C'est alors que Thomas, durant un dîner en famille, fit une suggestion surprenante. Et si chaque personne qui sort diplômée de l'Institut s'engageait à en former 5 autres, proposa-t-il, expliquant comment cela pourrait créer un réseau exponentiel de multiplicateurs. L'idée, apparemment simple, révélait une compréhension profonde de l'extensibilité durable. Louis, inspiré par la suggestion de son frère, commença à développer une plateforme numérique qui permettrait de suivre et soutenir ce réseau de multiplicateurs. Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des modèles de succès et des domaines qui nécessitent plus de soutien, expliqua-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Adrien, devenu particulièrement sensible aux besoins émotionnels des personnes, suggéra d'inclure une composante de soutien psychologique dans le programme. « Il ne suffit pas d'enseigner la technique, argumenta-t-il. Nous devons prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. » Raphaël, toujours concentré sur l'aspect pratique,
développa un système de mentorat en cascade, où chaque nouveau leader communautaire était accompagné par quelqu'un de plus expérimenté. C'est comme une grande famille qui s'étend, expliqua-t-il, où tous se soutiennent mutuellement. François, impressionné par la maturité des suggestions de ses fils, décida d'incorporer des éléments du programme dans sa propre entreprise. Il créa un département spécifique pour l'innovation sociale, dirigé par de jeunes talents formés à l'Institut. Madame Claire, observant les changements avec son regard sage, commença à organiser des rencontres régulières entre les différents groupes du programme. « Il est important de maintenir les racines fortes pendant que les branches s'étendent », disait-elle, utilisant ces métaphores de jardinage que tous avaient appris à apprécier. BioVie évoluait également. Le système de diagnostic mobile, maintenant perfectionné par des années de données et d'expérience, était adapté à différents contextes culturels et sociaux. Émilie insistait pour que chaque adaptation soit faite en étroite collaboration avec les communautés locales. Anne et sa coopérative de couture reçurent un défi spécial: créer des uniformes qui pourraient être facilement reproduits par d'autres coopératives à travers le pays. Le projet se transforma en un programme de formation en économie solidaire, unissant des artisanes de différentes régions. Marie élargit son programme d'inclusion numérique pour inclure une composante de développement de solutions technologiques pour des problèmes locaux. Chaque communauté a ses défis uniques, expliquait-elle, et souvent la meilleure solution vient de ceux qui vivent cette réalité. Les quadruplés, maintenant connus dans tout le pays pour leur travail à l'Institut, commencèrent à recevoir des invitations pour partager leurs expériences dans différents forums. Thomas parlait de l'importance de la documentation et de la mémoire dans les projets sociaux. Louis partageait sa vision sur comment la technologie pouvait être un outil de transformation sociale. Adrien, surmontant sa timidité initiale, devint un porte-parole éloquent sur l'importance de la santé mentale dans les projets communautaires. Ses conférences, toujours réalisées dans son jardin thérapeutique, combinaient théorie et pratique de façon unique. Raphaël développa un programme spécial pour identifier et former de jeunes leaders dans des communautés vulnérables. Chaque personne a un potentiel de changement en elle, disait-il souvent. Parfois, elle a juste besoin d'une opportunité pour le découvrir. Par un après-midi particulièrement significatif, durant une réunion du conseil de l'Institut, Émilie réalisa quelque chose d'extraordinaire. Ses fils n'étaient plus seulement des participants au projet, ils étaient devenus de véritables agents de transformation, chacun à sa manière unique. François, qui participait à la réunion, partagea une réflexion importante. Peut-être que le plus grand succès de l'Institut n'est pas seulement le nombre de personnes que nous aidons, mais comment nous avons réussi à créer un modèle qui s'adapte et croît de façon organique et durable. Béatrice, qui continuait à documenter l'évolution du projet, remarqua comment chaque nouveau défi semblait apporter sa propre solution. C'est comme si l'Institut avait développé une intelligence collective, observa-t-elle, où chaque personne contribue avec sa perspective unique pour le bien commun. L'expansion de l'Institut commença à attirer l'attention internationale à nouveau, mais cette fois c'était différent. Au lieu de grandes organisations voulant imposer leur modèle, c'étaient des communautés de différents pays demandant à apprendre et adapter le programme à leur réalité. L'impact de l'Institut commença à se manifester de façon de plus en plus surprenante. Des communautés qui avaient participé aux premières formations développaient leurs propres initiatives innovantes, adaptant et élargissant les connaissances reçues de manières uniques et créatives. Thomas, grâce à son travail de documentation, identifia un schéma intéressant. Chaque communauté qui recevait la formation développait une spécialité propre, basée sur ses caractéristiques et besoins locaux. C'est comme un jardin, où chaque plante pousse à sa façon, observa-t-il, utilisant une métaphore qui aurait fait sourire Madame Claire. Louis, toujours attentif aux possibilités technologiques, développa un système permettant à ces différentes initiatives de se connecter et partager leurs expériences. Il ne s'agit pas seulement de partager les succès, expliquait-il, mais aussi d'apprendre des défis de chacun. Adrien, dont la sensibilité était devenue un puissant outil de transformation, commença à travailler sur un projet qui unissait art-thérapie et technologie. Utilisant des ressources de réalité virtuelle, il créa des environnements thérapeutiques accessibles à des personnes en différents lieux.
Raphaël élargit son programme de mentorat pour inclure une composante internationale, connectant de jeunes leaders de différents pays. Les différences culturelles nous enrichissent, disait-il, et les défis humains sont universels. Émilie observait le développement de ses fils avec un mélange de fierté et d'admiration. Chacun d'eux avait trouvé sa propre façon de contribuer au projet familial, maintenant son individualité, tout en travaillant pour un objectif commun. François, qui avait appris à valoriser l'impact social autant que le succès financier, commença à mettre en œuvre des changements significatifs dans son entreprise. Il créa un programme d'investissement social qui soutenait des initiatives nées dans les communautés servies par l'Institut. Madame Claire, bien que plus âgée, continuait d'être une force vitale dans le projet. Sa sagesse était maintenant partagée non seulement personnellement, mais à travers un programme de mentorat intergénérationnel qu'elle avait développé. Chaque génération a quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre, disait-elle souvent. Anne transforma sa coopérative de couture en un réseau d'économie solidaire qui s'étendait à tout le pays. Ce qui avait commencé avec des uniformes pour l'Institut incluait maintenant une ligne complète de produits durables, tous produits par des femmes en situation de vulnérabilité. Marie, inspirée par le succès du programme d'inclusion numérique, développa une plateforme d'éducation à distance qui permettait aux connaissances de l'Institut d'atteindre des lieux toujours plus reculés. La technologie peut rapprocher. Ça les cœurs, disait-elle, quand elle est utilisée avec un objectif. Les quadruplés, maintenant adolescents, commencèrent à développer leurs propres projets individuels, tout en maintenant le lien avec le travail de l'Institut. Thomas initia un programme de documentation historique dans des communautés traditionnelles. Louis se concentra sur le développement de technologies sociales accessibles. Adrien élargit son travail d'art-thérapie pour inclure des programmes de développement émotionnel. Raphaël commença à former une nouvelle génération de mentors communautaires. Par un après-midi spécial, durant une célébration qui réunissait des représentants de différentes communautés servies par l'Institut, Émilie eut une révélation importante. En observant les personnes partageant leurs histoires, réussites et rêves, elle réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de bien plus grand qu'un projet social. Ils avaient créé un mouvement de transformation qui s'auto-alimentait et s'étendait organiquement. François, qui était à ses côtés, partagea une réflexion similaire. C'est incroyable comment quelque chose qui a commencé par une décision de recommencer s'est transformé en temps d'histoire de recommencement pour d'autres personnes. Béatrice, qui continuait à documenter l'évolution du projet, remarqua comment chaque nouveau développement semblait surgir naturellement des besoins et potentialités des communautés elles-mêmes. C'est comme si l'Institut avait créé un écosystème d'innovation sociale, observa-t-elle. La force du travail résidait justement dans sa capacité à s'adapter et croître de façon organique, respectant les caractéristiques et besoins de chaque lieu où il s'établissait. Ce n'était pas un modèle rigide qui devait être suivi à la lettre, mais un ensemble de principes et valeurs qui pouvaient être adaptés et réinterprétés. Les quadruplés, dans leur sagesse jeune mais profonde, avaient compris cela instinctivement. Chacun d'eux contribuait à sa manière unique, mais toujours en gardant le focus sur l'objectif majeur de transformation sociale. C'est comme un orchestre, expliqua Adrien un jour, où chaque instrument a son propre son, mais ensemble nous créons une musique bien plus belle. Le temps avait transformé le centre social Sainte-Claire en bien plus qu'un simple espace communautaire. C'était maintenant un complexe vibrant qui incluait l'Institut, des laboratoires de biovie, des espaces de coworking social et le jardin thérapeutique toujours grandissant d'Adrien. Le lieu qui un jour avait accueilli Émilie à son moment le plus vulnérable était devenu un phare d'espoir et d'innovation sociale. La grande nouveauté était l'inauguration d'une nouvelle aile de l'Institut, dédiée spécialement à la formation de jeunes leaders. Le projet, conçu conjointement par les quadruplés, représentait une évolution naturelle de tout le travail développé jusque-là. Thomas avait créé un centre de mémoire et documentation où les histoires de transformation étaient préservées et partagées. Chaque histoire ici est une graine d'espoir pour quelqu'un, expliquait-il, guidant les visiteurs à travers une exposition multimédia qui mélangeait technologie et émotion. Louis avait transformé une partie de l'espace en un laboratoire d'innovation sociale où des jeunes de différentes communautés pouvaient développer des solutions technologiques
pour des défis locaux. La meilleure technologie est celle qui naît du besoin réel des personnes, disait-il souvent aux nouveaux participants. Le jardin thérapeutique d'Adrien s'était étendu pour inclure différents environnements sensoriels, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques de guérison et développement émotionnel. Chaque personne a son propre rythme de guérison, expliquait-il, et chaque espace ici respecte cela. Raphaël coordonnait un programme de mentorat qui avait déjà formé des centaines de jeunes leaders communautaires. Le véritable pouvoir est de capaciter les autres à découvrir leurs propres forces, partageait-il avec ses apprentis, faisant écho aux leçons qu'il avait apprises au fil des ans. Émilie, observant le travail de ses fils, ressentait une profonde gratitude pour le chemin parcouru. BioVie était devenue une référence mondiale en technologie sociale, mais c'était dans l'impact direct sur la vie des personnes qu'elle trouvait sa plus grande réalisation. François, qui avait complètement transformé sa vision du succès entrepreneurial, consacrait maintenant une grande partie de son temps à mentorer de jeunes entrepreneurs sociaux. Le vrai profit est dans la transformation que nous générons, disait-il souvent dans ses conférences. Madame Claire, bien que plus âgée, continuait d'être le cœur spirituel du projet. Son programme de mentorat intergénérationnel était devenu un modèle étudié internationalement. La connaissance est comme l'eau, disait-elle. Elle doit couler librement entre les générations pour rester vivante. Anne et sa coopérative s'étaient transformées en un réseau national d'économie solidaire, connectant des artisanes de tout le pays. Ce qui avait commencé avec des uniformes incluait maintenant une ligne complète de produits durables, chacun racontant une histoire de transformation. Marie avait élargi son programme d'inclusion numérique pour créer une plateforme d'éducation continue qui servait des milliers de personnes. La technologie n'est qu'un pont, expliquait-elle. Ce qui importe est la connexion humaine que nous créons à travers elle. Béatrice, qui continuait à documenter l'évolution du projet, se préparait à lancer un livre qui racontait non seulement l'histoire de l'Institut, mais des centaines de vies transformées à travers lui. Chaque chapitre est un témoignage. Qu'il est toujours possible de recommencer, commenta-t-elle lors d'une avant-première du lancement. Par un après-midi spécial, en observant une nouvelle promotion de jeunes leaders présentant leur projet, Émilie ressentit une émotion différente. Ce n'était pas seulement de la fierté pour ce qu'ils avaient construit, mais une profonde certitude que le travail continuerait bien au-delà d'eux. Les quadruplés, chacun à sa manière, avaient non seulement trouvé leur propre chemin, mais ouvraient de nouvelles voies pour d'autres. Thomas avec sa préservation de mémoire, Louis avec sa technologie humanisée, Adrien avec son approche sensible de guérison, et Raphaël avec sa capacité à former de nouveaux leaders. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Émilie à François pendant la présentation des projets. « Voir comment chaque graine que nous avons plantée continue à générer de nouveaux fruits. » Il acquiesça, comprenant parfaitement le sens de ces mots. Le Centre social Sainte-Claire, qui un jour avait été un havre de paix pour une femme enceinte et effrayée, était maintenant un phare d'espoir qui illuminait des chemins pour des milliers de personnes. Chaque histoire de résilience qui y passait portait un peu de la force née cette nuit pluvieuse, tant d'années auparavant. La célébration des 15 ans de l'Institut coïncida avec un moment spécial pour toute la famille. Le Centre social Sainte-Claire était rempli de personnes qui avaient fait partie de ce parcours extraordinaire. Des représentants de communautés de tout le pays se réunirent pour partager leurs histoires de transformation et renouveler leurs engagements pour l'avenir. L'événement commença dans le jardin thérapeutique d'Adrien, devenu un véritable parc de guérison et de connexion. Parmi les fleurs et plantes médicinales soigneusement cultivées, des histoires de résilience étaient partagées comme des graines d'espoir pour l'avenir. Thomas, avec sa sensibilité pour documenter les moments significatifs, avait préparé une exposition spéciale. Sur les murs du centre culturel, des photos et vidéos racontèrent l'histoire non seulement de la famille, mais de toutes les vies qui avaient été touchées par le projet au fil des ans. Louis surprit tout le monde avec une démonstration de sa dernière création, un système de réalité augmentée qui permettait à des personnes de différentes communautés de se connecter et partager des expériences comme si elles étaient dans le même espace. La technologie doit rapprocher, pas séparer, expliqua-t-il. Adrien, ayant complètement surmonté son ancienne timidité, conduisit une session spéciale d'art-thérapie collective. Le jardin se remplit de couleurs et de musique, tandis que
Des personnes d'origines et d'histoires différentes se connectaient à travers l'expression artistique. Raphaël réunit ses mentorés de différentes générations, créant un moment émouvant d'échange d'expériences. Chaque personne ici fait partie d'une chaîne de transformation, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Émilie, observant tout cela, ressentit une profonde réalisation. La petite graine d'espoir qu'elle avait plantée à son moment le plus difficile s'était transformée en un arbre majestueux, dont les fruits nourrissaient des rêves et des transformations dans des lieux qu'elle n'imaginait même pas atteindre. François, qui avait appris à mesurer le succès non en chiffres, mais en vies transformées, partagea une annonce importante. Son entreprise se transformait en une corporation totalement dédiée à l'impact social, les bénéfices étant réinvestis dans des projets communautaires. Madame Claire, bien que physiquement plus fragile, irradiait une énergie spéciale ce jour-là. « Regardez, dit-elle, son regard parcourant l'espace plein de vie, comment un acte d'amour peut se multiplier infiniment. » Anne présenta sa plus récente initiative, une école d'économie solidaire qui formerait de nouveaux leaders en entrepreneuriat social. Marie, de son côté, annonça l'expansion de son programme d'inclusion numérique vers des communautés rurales. Les quadruplés, maintenant jeunes adultes, étaient devenus des symboles vivants de comment différents talents pouvaient se compléter au service d'un objectif plus grand. Chacun d'eux dirigeait son propre domaine d'action, mais ils restaient unis par l'objectif commun de transformation sociale. Béatrice, qui avait documenté chaque étape de ce parcours, observa comment l'histoire s'était transformée en quelque chose de bien plus grand qu'un simple récit de résilience. C'était un témoignage vivant de comment l'amour, la persévérance et l'objectif pouvaient créer des vagues de transformation qui s'étendaient infiniment. À la fin de la célébration, Émilie réunit tous les participants dans le jardin pour un moment spécial de réflexion. « Chaque personne ici porte une histoire de recommencement, dit-elle. Et chaque recommencement est une opportunité de créer quelque chose de nouveau et meilleur. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs qui semblèrent célébrer le moment. Le jardin d'Adrien, illuminé par de petites lumières, créait une atmosphère magique qui invitait à la contemplation et à la gratitude. C'est à ce moment que Thomas partagea sa plus récente découverte. « Savez-vous ce que j'ai réalisé ? En documentant toutes ces histoires, qu'il n'existe pas de fin, seulement de nouveaux commencements. Chaque histoire qui se termine est une graine pour qu'une autre commence. » Le Centre social Sainte-Claire, qui un jour n'avait été qu'un refuge pour une femme enceinte et effrayée, était maintenant un phare d'espoir qui illuminait des chemins dans tout le pays. Les paroles de Madame Claire, prononcées tant d'années auparavant, s'étaient avérées prophétiques. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable objectif. Et ainsi, tandis que la nuit tombait doucement sur le jardin illuminé, des histoires continuaient à être partagées, des rêves continuaient à être rêvés, et de nouveaux chemins continuaient